Bonne année 2022 et bonne santé à tous mes amateurs de thé. Bienvenue à une nouvelle classe dans cette nouvelle année. On va de nouveau parler de thé, cette fois-ci du thé en hiver. Nous allons voir trois aspects de ce thé. D'abord un peu d'histoire, un peu de culture avec les symboles de l'hiver dans la culture chinoise. Ensuite, nous regarderons quels sont les types de thé qui conviennent le mieux à la préparation en hiver. Et en troisième partie, nous verrons comment un petit peu changer sa technique pour préparer le thé en hiver. Alors, commençons par le commencement. Commençons avec un petit peu d'histoire. C'est toujours intéressant de voir comment d'autres cultures abordent une saison que nous aussi nous connaissons, l'hiver. Et donc dans la culture chinoise, depuis des temps immémoriaux, ils ont adopté des plantes un petit peu pour symboliser chaque saison. Alors vraiment les 4 saisons, elles ont chacune leur plante. Et c'est Melanjuju, en fait, donc c'est les fleurs de prunier pour l'hiver, mais ensuite l'orchidée pour le printemps, le bambou pour l'été et les chrysanthèmes pour l'automne. Donc ça c'est quand on veut symboliser les 4 saisons, on va prendre ces 4 plantes, et pour l'hiver donc ce sont, voilà, derrière moi vous avez les fleurs de prunier qu'on retrouve également sur mon ilou, et donc ça tombe bien, en hiver on prend souvent un ilou avec du charbon de bois, et donc ça tombe bien de mettre cette plante d'hiver sur un accessoire qui va surtout servir en hiver. Donc l'idée c'est d'être en harmonie avec la saison, et donc là vous voyez, j'ai également mis ces petites fleurs de prunier sur mon chabou afin de rester dans la saison. Les fleurs de prunier donc vont vraiment être la première plante qui symbolise le mieux et le plus fortement l'hiver, à tel point que c'est devenu le symbole officiel de la République de Chine. La République de Chine, qui n'est pas la République populaire de Chine. Donc la République de Chine, c'est la République qu'on a actuellement à Taïwan. Et pour l'hiver, en fait, il y a trois plantes amies qui symbolisent toutes les trois l'hiver avec des thèmes un petit peu différents. Alors, donc on a vu d'abord, on a la fleur de prunus, numéro 1. On a également Song, c'est-à-dire le sapin que j'ai ici, également symbole de l'hiver. Ça, on le connaît également vu qu'on vient de passer les fêtes de Noël. Et on a également un troisième symbole de l'hiver, un troisième ami, c'est le bambou. Bambou. Mais Stéphane, tu nous avais dit que le bambou, c'est le symbole de l'été, tout à l'heure, Melanjuju. Comment est-ce que ça se retrouve également au symbole de l'hiver? En fait, c'est assez simple. Le bambou est une plante qui reste verte toute l'année, et c'était vraiment la plante la plus chérie par les Chinois du temps des Ming, de la dynastie Ming, et 1368-1644, et notamment pour son symbolisme d'être une plante qui se tient toujours droite, qui reste verte tout le temps, qui, même si elle se penche un petit peu et plie sous le joug ou bien sous un vent puissant, elle revient et elle se tiendra droit de nouveau. Et en plus, c'est une plante qui fait plein de petits enfants. On la trouve rarement seule, c'est toujours des touffes de bambou ensemble, un petit peu comme ces bambous touffus ici qui n'arrêtent pas de prospérer. Donc c'était vraiment la plante tellement aimée par les mandarins, les lettrés chinois, qu'ils en ont fait le symbole à la fois pour l'été et également pour l'hiver, tant qu'à faire, pour vraiment insister sur la symbolique du bambou. La symbolique des fleurs de prunus, elle est également très intéressante
elle opère à plusieurs niveaux parce que c'est vraiment c'est l'annonciation du printemps qui va venir. C'est une des premières fleurs qui pointe son nez. Quand il fait encore très froid, quand il neige même parfois, comme on le voit sur cette peinture, il neige, mais il y a déjà cette fleur un peu fragile qui ne va pas durer très longtemps, mais qui annonce le printemps, qui annonce de la beauté dans un moment où le reste de la nature est sans vie, est froid, mais là est mort, mais là il y a une beauté qui apparaît. Donc c'est un symbole de résistance aussi. Et, les fleurs de prunus, c'est également le symbole de la vieillesse. Donc je me rappelle que mon beau-père avait offert une calligraphie de ce symbole mais le fleur de prunus à mon grand-père parce qu'il arrivait dans son grand âge, et pour symboliser le fait que même tout proche de la mort, même dans cette dernière saison de la vie, on peut encore produire de la beauté, on peut encore être le plus beau de soi-même parce qu'on est vraiment achevé. Vraiment, on donne ses dernières forces de l'année ou de la vie et on produit encore de la beauté. Donc c'est vraiment un côté très très poétique qui me touche quand on pense à ça. Et pour le sapin, en plus du côté c'est vert toute l'année, il y a également cette dimension, c'est un arbre qui dure très longtemps, qui symbole un petit peu l'éternité, et du coup il va également symboliser l'amitié, parce ce qu'on veut dans une amitié, c'est qu'elle dure longtemps, pas que ce soit simplement un camarade qu'on rencontre et qu'on oublie, mais une vraie amitié, c'est quelque chose qui peut durer du jardin d'enfants, de l'école jusqu'au grand âge. Voilà, donc c'est un petit peu avec ces trois amis, le bambou, la fleur de prunus et le sapin, nous avons donc trois symboles qui résument un petit peu les thèmes qu'on a envie d'avoir en hiver quand il fait froid dehors, quand le sol ne donne plus rien à manger. On veut encore avoir cette espérance. On veut également se fonder sur des choses qui sont droits, qui ont de la qualité, hein, pas des choses légères qu'on peut boire et oublier rapidement. On veut boire des choses, on veut faire des expériences qui vont nous rapprocher d'un sentiment de longue vie, d'immortalité pratiquement. Hein. Voilà un petit peu la symbolique qu'on peut essayer d'appliquer pour le thé en hiver. Thé en hiver, ça fait un peu penser le cœur en hiver, ou bien les contes d'hiver de Romer. Bon, on reste encore dans cette optique très poétique. Là, j'ai oublié de vous demander de me mettre un petit pouce bleu si vous me suivez sur YouTube, ou bien un petit like maintenant sur Facebook que je vous vois. Bonjour tout le monde. Et puis, donc on va continuer tout à l'heure vos questions-réponses sur Facebook dès que nous aurons fini avec la séance YouTube. Qui continue maintenant avec quels sont les thés à boire en priorité en hiver. Y a-t-il des thés qui conviennent mieux en hiver qu'au printemps ou bien qu'à d'autres saisons? Alors c'est surtout le cas, je dirais, dans des endroits un petit peu comme à Taïwan où nos maisons ne sont pas chauffées, hein. Et puis peut-être que maintenant avec la hausse du prix de l'énergie en Europe, vous allez un petit peu être obligé de chauffer moins et donc de vivre un peu plus en harmonie avec les températures extérieures, hein, de ressentir un peu plus le froid quand il fait froid dehors. Je ne vous le souhaite pas, mais parfois c'est comme ça. En tout cas, c'est le cas ici à Taïwan où on connaît plutôt l'air conditionné en été, mais pas tellement le chauffage en hiver parce qu'il ne fait pas si froid que ça. Il descend rarement en dessous de 10 degrés. Mais ce sont des températures qui sont un peu plus fraîches que celles qu'on va
ressentir en été. Et donc pour des jours très frais, il vaut mieux éviter des thés qui sont peu oxydés ou pas oxydés. Donc les thés verts, les thés blancs, les thés jaunes, donc les trois catégories qui ne sont pratiquement pas oxydées, elles conviennent moins bien, avec peut-être l'exception du matcha. Le matcha, peut-être du fait de sa préparation qui demande une dépense physique qui vous fait transpirer un petit peu, et peut-être aussi parce qu'il change un petit peu la nature du thé en fouettant le thé vert en poudre. Les saveurs deviennent un peu plus proches d'une soupe que d'un bol de thé vert infusé, je dirais. Donc à part le matcha, on va plutôt ne pas boire des thés verts, blancs et jaunes. Et pour les houlons également, moins prendre ceux qui sont de faible oxydation, comme les thés de haute montagne, et plutôt se concentrer sur les thés plus fortement oxydés, comme mes thés mordus par des jacides. Là, on va penser aux beautés orientales, aux concubines, qu'on appelle aussi guéfé en chinois, donc qui sont des thés plus oxydés et qui sont parfois également torréfiés. Et donc pour les torréfiés, ça va être dans la catégorie des rong shui. Là, on trouvera des thés comme mon thé guanyin qui lui est très très torréfié, ou bien les rong shui oolong, les dongding oolong. Le fait qu'ils aient été chauffés à sec va leur donner des saveurs plus sucrées, plus chaudes, et puis également on va avoir plus une impression de chaleur qu'avec des thés non torréfiés. Concernant les autres catégories de thé, il nous reste encore le pu'er. Alors dans le pu'er cuit convient très bien à la saison hivernale, et les pu'er qui sont crus mais âgés, parce que avec le vieillissement, les pu'er crus vont devenir également de plus en plus profonds, ils vont gagner en longueur en bouche, et ils vont avoir des arômes de plus en plus lourds, de plus en plus faciles à sentir et à ressentir pendant un longtemps. Et cette longueur en bouche, c'est une qualité qu'on veut rechercher en hiver. Et peut-être les thés qui conviennent vraiment le mieux, ce sont les thés rouges, les rongcha en chinois, donc les thés entièrement oxydés, parce que ils vont apporter un côté très fruité, très sucré, et une douceur en bouche, et ceux-là ne vont aucunement vous apporter une impression de froid, mais c'est que de la chaleur, quoi. Alors qu'avec les houlons, il y a toujours un côté partiellement oxydé, donc il reste toujours un côté fraîcheur, mais là avec les thés rouges, pas du tout. Voilà, et maintenant passons aux conseils que je peux donner pour la saison d'hiver. Comment bien faire son thé et comment un petit peu adapter sa technique à la saison. Donc un de mes conseils, ça va être d'utiliser de préférence une tetsubin si vous en avez une, parce que la tetsubin, la fonte garde mieux la chaleur que d'autres matériaux, par exemple l'argent ou bien le stainless steel, le fer classique. Là, les parois sont plus fines, et donc la chaleur va se diffuser bien plus rapidement, donc l'eau va refroidir plus rapidement. Avec la tetsubin, les parois sont plus épaisses, il y a un peu une porosité qui agit comme une protection pour mieux garder la chaleur. Un petit peu dans le même, pour le même principe, je recommande plutôt d'utiliser des théières I-Ching durant l'hiver, parce que contrairement à la porcelaine, la porcelaine, elle va
beaucoup d'avantages, mais elle a un inconvénient, c'est qu'elle refroidit très rapidement. Et si l'on veut sortir plus d'arômes, plus de longueur des feuilles, mieux vaut à ce moment-là une théière I-Ching qui va mieux garder la chaleur plus longtemps grâce à sa glaise fine, très fine et poreuse à la fois. J'ai fait des tests il y a longtemps déjà, et quand on verse de l'eau chaude dedans par rapport à un Gaiwan, l'eau reste plus chaude dans une théière I-Ching que dans un Gaiwan. C'est vraiment une différence très nette, très marquée. Ça garde bien mieux la chaleur. Donc, mais il faut quand même toujours ensuite réfléchir quel thé on va utiliser, et ensuite essayer de réfléchir à quelle est la théière qui va aller le mieux avec. D'habitude, pour les thés rouges, on conseille plutôt de la porcelaine pour les thés rouges que de la théière I-Ching. Donc il faut faire un petit peu des tests, et notamment les thés rouges que moi j'ai, ils ont toujours un petit peu de torréfaction. Pareil pour les Oriental Beauty et les concubines. Donc, et cette torréfaction, ça fait que la glaise I-Ching va leur apporter une finesse que la porcelaine n'arrive pas à apporter. Donc c'est vraiment un avantage pour ce genre de thé là. Ensuite, quelque chose de très important que je vais vous montrer tout de suite, c'est pour préchauffer votre théière. Il faudra toujours commencer par préchauffer l'extérieur en hiver, parce que sinon la différence de température peut être si grande que si vous mettez directement votre eau bouillante pour préchauffer la théière dans la théière, le choc thermique risque de casser votre théière. Donc en hiver, c'est encore plus important que pour les autres saisons, parce que c'est là que le potentiel de froid est le plus grand. Donc il faut vraiment commencer par préchauffer l'extérieur, verser de l'eau chaude à l'extérieur de la théière avant de verser à l'intérieur. Et ensuite, on préchauffe également bien les coupes. Alors, parfois, si on attend un petit peu trop longtemps entre deux infusions, parce qu'on se prend le temps, etc., il peut être judicieux de repréchauffer les coupes. Voilà. Pendant l'infusion. Voilà, ça c'est les conseils les plus généraux pour cette saison. Et parfois, un autre conseil, c'est si l'eau n'a pas été assez chaude, ou bien s'il fait vraiment très très froid, on peut préchauffer 2 fois sa théière afin vraiment de l'amener à la meilleure température. Voilà, je vous remercie de votre présence pour cette première classe de 2022. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année. Je vous souhaite de découvrir des très bons thés, et surtout donc je vous souhaite d'excellentes infusions avec les thés Tea Masters. Allez, bye bye.